Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau chat avec Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux. Nous sommes en direct de l'hôtel de ville. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Alors ce soir nous parlons de deux thèmes importants, la sécurité et le cadre de vie. Tellement important qu'on a déjà beaucoup de questions qui nous sont arrivées par carte postale, par le site internet de la ville. Alors vous qui nous regardez en ce moment, vous pouvez continuer à poser des questions pendant toute cette émission. Tout de suite, une première question qui nous est arrivée il y a quelques minutes. Elle nous est posée par Ingrid Bidot et elle avait été posée quelque temps auparavant par Philippe qui nous avait envoyé sa question par Internet. Ces deux personnes habitent du côté de la rue des Bacs-au-Cars et nous disent les véhicules qui passent aux abords de l'école Paul-Éluard, rue des Tertres et rue des Frères Lumière, roulent excessivement vite et dépassent les limitations. C'est extrêmement dangereux pour les enfants. Que comptez-vous faire ? Écoutez, j'ai envie de dire à Ingrid et à Philippe que leur préoccupation, je suppose, de parents, c'est aussi la mienne, parce que c'est des questions importantes qu'on retrouve aux abords de l'école Paul-Éluard, mais qu'on peut retrouver dans d'autres quartiers de la ville, de concitoyens qui ne respectent pas les limitations de vitesse et qui, du coup, mettent en danger la vie des autres, et particulièrement celle des enfants ou des personnes âgées. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a évidemment bien en tête ces préoccupations. On a commencé donc à mettre en zone 30 ces voiries. On a fait des aménagements avec des dodanes ou des gendarmes couchés donc pour ralentir donc, la circulation. La police municipale donc, passe dans ce quartier, particulièrement devant l'école Paul-Éluard, qui fait partie d'une des 3 écoles qu'on surveille plus particulièrement aux abords, donc pour verbaliser évidemment les contrevenants. Et donc il y a besoin qu'on agisse de concert, police municipale, police nationale, pour faire plus de contrôle de vitesse et effectivement arrêter avec ces comportements irresponsables, notamment aux abords des écoles. Une question d'Alain, qui est un nouvel habitant de la rue François-Laurent Gibon. Il y a des dépôts sauvages devant chez moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, que peut faire la ville, j'imagine. Alors oui, il y a des dépôts sauvages rue François-Laurent Gibon, mais il y en a d'autres ailleurs aussi dans la commune. Et c'est une question très très importante. Peut-être que les habitants ont vu qu'on avait fait au printemps une campagne importante de sensibilité dans la ville, d'abord pour lutter contre ces incivilités qui empoisonnent la vie des gens. Il faut respecter évidemment les moments de sortie des encombrants qui sont une fois par mois et c'est extrêmement important pour bien vivre ensemble, éviter aussi la multiplication des rats, des rongeurs, etc. Donc la ville a bien conscience de ces problèmes-là. Première chose, donc nous avons mis en place un numéro vert qui s'affiche sur l'écran en ce moment. D'accord, qui s'affiche sur l'écran, tant mieux, prenez-le en note parce que c'est un numéro donc, qui est gratuit et qui est fait donc, pour que les habitants nous signalent à nos services, à notre service de la propreté urbaine, les dépôts d'encombrants, les dépôts sauvages ou un mauvais nettoyage éventuellement des voiries et qu'on puisse donc réagir assez rapidement et régler ces problèmes. La seconde chose, c'est que nous irons donc probablement aussi à une verbalisation des contrevenants, donc la possibilité de mettre en place donc, une amende de 400 €. Évidemment, la question, c'est pas simplement de mettre une amende parce qu'il faut attraper les personnes qui sont cause de ces désordres sur le fait, et c'est évidemment ce qui n'est pas le plus simple, parce que souvent c'est des dépôts qui se font la nuit ou en soirée, tard le soir. En tous les cas, on continue à agir et donc la prochaine étape sera cette amende. Ça me fait pas plaisir, moi, de mettre des amendes. Je n'ai pas particulièrement envie de faire ça, mais par contre, je trouve que c'est inacceptable que certains, et c'est une toute petite minorité, ne respectent pas le cadre de vie et les efforts qui sont faits, puisqu'on a renforcé aussi le service de propreté urbaine avec des agents supplémentaires, avec plus de machines, de mécanisation. Donc il faut qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, mais il y a aussi besoin que chacun respecte les règles. Jean-Pierre Meunier nous écrit « Sur le nord de l'avenue de Garlande, un garage automobile a colonisé presque l'intégralité de cette voie avec des véhicules accidentés qui sont en attente de réparation. La police peut-elle faire quelque chose ?» Oui, alors je vois très bien de quoi veut parler Monsieur Meunier, parce qu'il nous a déjà sollicité, donc c'est quelqu'un que je connais bien, il nous a déjà sollicité donc à plusieurs reprises sur cette voirie où il y a en fait un petit garage qui n'a pas beaucoup de place pour entreposer en gros ces véhicules, et donc il les met sur la voirie.
Voilà, sachez que nous verbalisons ces véhicules. Bien sûr, nous le disons aux garagistes et nous verbalisons régulièrement ces véhicules et nous allons continuer à le faire pour que voilà, ce garagiste respecte la voirie, qui est une voirie publique, donc qui est faite pour que les habitants puissent stationner et certainement pas pour être utilisé voilà, comme un garage finalement à ciel ouvert dans la rue. Donc on est très attentif à cette question et on continuera à l'être. Samy Garabos nous a envoyé cette question. Les poubelles des appartements de France Habitation situés avenue Pasteur sont juste sous les fenêtres de la résidence Via Paname, la nouvelle résidence. Des habitants sont incommodés par les odeurs et doivent fermer leurs fenêtres. Quelle solution la municipalité pourrait-elle apporter à ce problème de poubelles qui s'entassent? Alors, il y a une particularité à ce secteur, c'est aussi un conflit de foncier, hein, puisqu'il y a donc les copropriétaires de Via Paname, il y a un immeuble qui appartient donc à IDF Habitat, désormais ex-Cemava, et un autre immeuble qui appartient à France Habitation. Donc nos services ont essayé bien sûr de travailler avec ces deux bailleurs de logements sociaux et les choses n'avancent pas, et monsieur a raison de le souligner, les choses n'avancent pas de manière satisfaisante. Moi, ce que je propose, ce que je peux proposer donc, concernant cette situation qui est très spécifique à ce quartier, c'est qu'on puisse voilà, mettre en place une réunion de travail entre France Habitation, IDF et les copropriétés, et la copropriété, donc, et la ville bien évidemment, pour qu'on se mette d'accord sur voilà, l'utilisation de la voirie par les containers aujourd'hui et qu'on puisse aller vers une solution de ces problèmes qui permettent à tous d'avoir un cadre de vie satisfaisant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce monsieur a raison de souligner ce problème. Donc je crois que maintenant il faut passer à une étape supérieure et donc essayer cette confrontation. Mais il faut bien sûr que les trois parties prenantes puissent se rencontrer, soient d'accord pour se rencontrer. Donc ça, c'est mon boulot d'essayer de favoriser qu'ils se rencontrent avec les services de la ville. Donc c'est la ville qui déclenchera cette réunion, qui la proposera en espérant que les bailleurs et les propriétaires soient d'accord. Sandrine nous écrit « Le parc du 19 mars 1962 n'est pas suffisamment entretenu. On y trouve souvent de nombreux déchets. La ville peut-elle améliorer la propreté de cet espace, par ailleurs très agréable ?» C'est vrai. Alors tout à fait, ce square, on l'a d'ailleurs réaménagé. Donc on a fait des efforts d'aménagement sur ce square, je pense que c'est l'année dernière, en 2015. Donc en améliorant les jeux, etc. Donc on essaye de le rendre plus agréable. C'est un square qui est vraiment très très urbain, le long de l'avenue Louis Pasteur. Il y a besoin donc en même temps, je parlais tout à l'heure des incivilités, on est quand même dans cette complexité d'un endroit qui est réservé aux enfants, mais qui est aussi souvent souillé par d'autres choses que simplement les jeux d'enfants ou les goûters des enfants. Donc il faut qu'on renforce effectivement notre action pour que ce parc soit nettoyé peut-être de manière plus importante pour qu'il continue à être un lieu de respiration dans ce quartier qui est un quartier très très urbain et très habité. Alors on reste dans le quartier puisque Gilles Prabant vient de nous poster une question. Il parle des rodéos sauvages avenue Louis Pasteur avec des motards qui roulent à plus de 100 km/h. Pourquoi ne pas sécuriser cet axe avec des dos d'âne, notamment pour les piétons? La vidéosurveillance est-elle envisagée? Y a-t-il une brigade contre le stationnement sauvage en double fil? Parce que c'est effectivement aussi un autre problème en dehors des rodéos, le stationnement sauvage sur l'avenue Pasteur. L'avenue Louis Pasteur, peut-être prendre la question déjà par la fin, puisqu'il y a effectivement du stationnement en double, parfois en triple fil. Ce qui n'est pas acceptable. Voilà, et je le dis aux véhicules qui stationnent là pour aller faire des courses, bien évidemment, que voilà, c'est pas supportable de continuer à faire ainsi. Alors c'est une zone qu'on verbalise de manière intensive, notamment la police municipale. Je voudrais dire à ce propos d'ailleurs que sur la ville, dans le premier semestre 2016, nous avons mis donc 5000 contraventions. Donc c'est quand même extrêmement important, pas que sur l'avenue Louis Pasteur, mais d'une manière générale. Et donc nous allons continuer à le faire. Donc première chose. La seconde chose, bien sûr, c'est le réaménagement complet de cette voirie. Simplement, vous savez qu'au bout de cette rue, donc, il y a actuellement les travaux du métro
qui arrive donc au rond-point des Martyrs de Châteaubriand. Donc la requalification de cette voirie n'interviendra qu'après que les travaux du métro aient pu être réalisés. Vous savez qu'il y a des voiries aussi qui sont communales et d'autres qui sont départementales, donc qui ne dépendent pas directement de la responsabilité donc, de la commune. Alors Louis Pasteur, elle est communale ou départementale ? Le département, il a donc décidé de municipaliser, de demander aux villes de reprendre petit à petit, de municipaliser tout un ensemble de voiries. Donc celle-là fait partie donc, des réflexions à venir. Mais c'est vrai que je crois que la solution pour l'instant, c'est bien sûr de renforcer les contrôles de police et d'être encore plus, plus incisif sur voilà, la verbalisation pour empêcher. Ensuite, il y a les rodéos, qu'évoquait monsieur sur l'avenue Louis Pasteur, qui sont aussi des comportements qui ne sont pas acceptables. Une petite fille qui a été accidentée au printemps sur l'avenue Paul Vaillant-Couturier par un véhicule donc à deux roues. Et qui était aussi le fait de ce type de comportement. Moi, j'appelle celles et ceux d'abord qui font ce type de rodéo vraiment de cesser ces comportements parce qu'ils mettent en danger la vie des autres, ils mettent en danger la vie de nos enfants et des piétons, et c'est insupportable. Il faut aussi qu'ils pensent que voilà, les gens qui circulent dans la rue, ça peut être aussi des gens de leur famille. Donc voilà, je les appelle vraiment à plus de responsabilité. Bien sûr, il faut appeler à chaque fois le commissariat de police de Bagneux pour qu'ils puissent donc intervenir. La question, c'est après comment on les stoppe et comment on les arrête, qui est quelque chose évidemment dont on discute souvent avec le commissaire de Bagneux, qui n'est pas forcément une chose très simple, et je sais que nos concitoyens ne comprennent pas bien, et moi-même, je comprends comprends pas bien des fois, mais aussi, voilà, les forces de l'ordre ne se lancent pas forcément non plus dans les rues de la ville, dans des courses-poursuites entre des véhicules de police et ce type de mobylettes ou de motos ou de scooters, etc., parce que parfois, c'est plus dangereux de se lancer dans une course-poursuite dans la ville. Et je comprends que c'est difficile à comprendre, mais donc, voilà, le commissariat essaye d'intervenir et de les interpeller d'une autre manière, notamment quand ils sont à l'arrêt, et donc de les repérer. Ils en ont déjà arrêté, ils ont déjà confisqué les véhicules, mais il faut continuer cette action et elle est de la responsabilité de la police nationale. La personne, Gilles, nous demandait pourquoi ne pas sécuriser cet axe avec des dos d'âne pour les piétons. Parce qu'aujourd'hui, c'est une voie de desserte, je vous disais, départementale. Donc la politique est de ne pas mettre aujourd'hui ce type d'aménagement sur ce type de voirie. Mais donc, bien sûr, nous, ce qu'on souhaite, c'est, avec la reprise petit à petit et la municipalisation des voiries, de pouvoir apaiser donc, cette zone de circulation. Donc, c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec le département des Hauts-de-Seine. D'accord. Nora nous écrit « Les policiers ne se déplacent pas lorsqu'on les appelle pour des nuisances sonores ou des problèmes de stationnement sauvage. Que faire si la police ne répond pas ?» Alors d'abord, c'est une vraie question et elle revient de manière régulière sur le fait que les effectifs de police ne sont pas suffisamment présents, notamment pour ce qu'on appelle là plutôt des incivilités qui sont vraiment très très gênantes pour les riverains. D'abord, je voudrais dire à cette dame et à tous nos concitoyens qu'il faut continuer à appeler la police nationale et quand c'est des faits plus graves, à faire le 17 qui renvoie sur le réseau départemental et qui revient bien sûr au commissariat. C'est important de le faire même si parfois vous pensez qu'il n'y a pas eu la réaction adéquate et immédiate de la police nationale, mais ça signale en tous les cas les problèmes et ça fait remonter les problèmes au commissariat de Bagneux. La seconde chose, j'ai envie de dire sur ce type de questions, c'est vous savez qu'il y a aujourd'hui le plan Vigipirate qui est activé malheureusement avec les graves attentats qu'a connu notre pays et que donc les forces de l'ordre aussi sont beaucoup mobilisées sur la prévention des attentats et parfois mobilisées à l'extérieur donc de Bagneux. C'est le cas à Bagneux, mais c'est le cas aussi dans d'autres communes.
Ce qui n'empêche que la sécurité de nos concitoyens et leur bien-être au quotidien doit être assurée. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque aujourd'hui à la police nationale ce qu'on appelait auparavant la police de proximité. Police de proximité, je rappelle qu'a supprimé l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en disant en gros, on a mis des policiers pour jouer au foot avec les jeunes, ce qui n'était pas vrai, ils ne faisaient pas ça. Ces policiers de proximité, ils se promenaient dans la rue, ils allaient discuter avec les familles, avec les mamans, avec les gardiens d'immeubles, et donc avec les jeunes aussi, et ça faisait un maillage extrêmement intéressant et de proximité sur la ville. Donc il faut pouvoir aujourd'hui que notre commissariat ait plus d'effectifs et plus de moyens, et notamment de moyens, bien sûr, pour lutter contre les trafics, etc., mais aussi pour être dans la proximité, dans la réactivité sur des faits qui peuvent être jugés par la police de moins d'importance, mais qui empoisonnent en fait la vie des gens. L'autre chose que je voudrais dire, je suis trop longue, j'en suis consciente, c'est que voilà, on souhaite travailler à ce que des médiateurs puissent être mis en place donc sur le territoire de Bagneux, des médiateurs, c'est-à-dire des personnes qui soient là le soir quand les services publics sont fermés, quand en gros il n'y a plus personne, voilà, jusqu'à minuit, pour aller aussi à la rencontre de jeunes qui nous posent aujourd'hui des soucis et avec qui il y a besoin d'être en contact, en lien et en discussion avec eux pour qu'ils cessent aussi ces nuisances et qu'un dialogue un petit peu différent de celui d'aujourd'hui s'instaure avec eux. Donc on y travaille, c'est une proposition que j'ai faite aux bailleurs de la ville parce que bien sûr pour embaucher toutes ces personnes il nous faut des financements, mais je pense que les bailleurs de logements sociaux aussi y trouveraient un intérêt pour leur patrimoine par exemple. Donc les bailleurs participeraient au financement c'est ce que je souhaite, de ces médiateurs s'ils veulent bien. Une question de Farid Ousni, qui l'a posté il y a quelques minutes sur Facebook. Pourquoi le tronçon de la Nationale 20, la RD 920, il le corrige lui-même, pourquoi le tronçon de la Nationale 20 de Bagneux n'est pas aménagé comme celui de Bourg-la-Reine? Alors, la RD 920, c'était une voie nationale avant qui est devenue donc, de compétence départementale. Elle a été réaménagée donc, d'Antony jusqu'à Bourg-la-Reine. Puis ensuite, elle doit être réaménagée donc, sur Bagneux jusqu'à Montrouge. Alors, j'entends dans la question qu'il trouve que ça traîne. Et pourquoi ça s'arrête il a raison, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Et c'est un dossier sur lequel j'interviens beaucoup parce que je suis aussi également conseillère départementale et c'est donc une voie de responsabilité départementale. On a eu donc une première réunion pour travailler donc à un projet d'aménagement avec évidemment la ville de Bagneux, mais aussi le maire de Montrouge, le maire de Cachan et le maire d'Arcueil. Parce que sur cette RD 920, il y a 2 départements qui doivent intervenir conjointement sur cette tronçon-là. Celui des Hauts-de-Seine et celui du Val-de-Marne. Alors c'est déjà plus compliqué quand il y a 2 institutions qui doivent se rencontrer. Donc il y a eu des premiers échanges sur des plans d'aménagement. Voilà, moi je souhaite maintenant que ce dossier avance assez vite. Il y a en fait des débats sur le réseau de bus, est-ce qu'il doit être en site propre ou pas en site propre, un département préférant en site propre, l'autre département, le nôtre préférant que ça ne soit pas en site propre, c'est-à-dire au milieu, sur avec une voie réservée aux bus. Voilà, donc c'est un dossier qui va avancer, mais qui est un peu trop long. Évidemment, le département aussi des Hauts-de-Seine pense que voilà, il attend aussi l'arrivée que la place des métros soit faite, puisque cette RD 920 par la rue de Verdun rejoindra la place des métros. Mais il y a eu des premières discussions d'aménagement, en tous les cas moi, qui m'ont été présentées comme maire par le département des Hauts-de-Seine et sur lequel j'ai donné mon aval. Mais il n'y a pas que Bagneux qui décide. Une question de René. Les travaux du métro font beaucoup de bruit. Je comprends que ce soit nécessaire pour développer la ville, les métros, mais j'aimerais que les chantiers ne commencent pas trop tôt et ne finissent pas trop tard. Sur quelle plage horaire les ouvriers sont-ils autorisés à travailler? Alors, avec la RATP, donc, nous avons vu des horaires qui vont de 7h à 21h30, excepté le week-end, donc pas le week-end. Donc ça, ce sont les horaires, j'allais dire, normaux sur lesquels le chantier doit fonctionner. Cet été, peut-être que les habitants ont remarqué que le chantier a démarré plus tôt. Il démarrait dès 6h du matin. Et les ouvriers travaillaient aussi le samedi. C'est vrai que la RATP nous avait demandé pendant la période d'été d'intensifier, donc de pouvoir intensifier les travaux
pour récupérer un peu de retard qui avait été accumulé sur le chantier. On a donné l'autorisation. Je sais que c'est compliqué. J'habite moi-même avenue Henri Barbus, donc je sais parfaitement de quoi parlent les riverains. Donc on essaye de faire respecter cette tranche, 7h, 21h30. Il arrive que la nuit, il y ait des convois aussi exceptionnels qui arrivent. Normalement, la RATP doit informer les riverains chaque fois qu'il y a des convois exceptionnels qui viennent. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si ces horaires débordent ou ne sont pas respectés, ou il y a eu des soucis la nuit précédente, parce que nos services, mes services techniques sont en contact très étroit avec la RATP et bien sûr les entreprises qui travaillent pour la RATP pour faire respecter ces horaires sur un chantier qui est, oui je le sais, qui est un chantier long, pas lourd. Tout le monde voit bien l'ampleur des travaux, et qui doit être le mieux sécurisé possible, et bien sûr dans des horaires qui soient acceptables pour la vie quotidienne de ceux qui ont leur fenêtre juste au-dessus. Une question de Sophia. Tous les jours, les gens stationnent en double file sur l'avenue Pasteur. Cela gêne la circulation. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Que fait la police? Que comptez-vous faire pour régler ce problème? Je crois que la réponse est dans le début de cette émission. Oui. Stéphanie Sauvage, je constate qu'il manque des pistes cyclables pour traverser Bagneux, que ce soit du nord au sud ou de l'est à l'ouest, ou tout simplement le long de la RD 920, on y revient. Est-ce que les projets de voirie vont dans ce sens actuellement? On accepte la RD 920 parce qu'on en a parlé. Mais... Oui, alors il y a aujourd'hui 12 km qui sont pourvus de pistes cyclables. Et bien sûr, il y a un plan, ce qu'on appelle un plan vélo, donc un plan de création de nouvelles pistes cyclables. À chaque fois qu'on réaménage donc une voirie, et quand il y aura la RD 920 de réaménager, il y aura bien sûr une piste cyclable sécurisée. Donc à chaque fois maintenant qu'on aménage de nouvelles voiries, il y a des pistes cyclables qui sont systématiquement créées. Donc on ira bien sûr dans ce sens-là parce que c'est extrêmement donc, important. Peut-être par contre souligner que, pour que tout le monde l'ait bien en tête, il y a parfois des voiries étroites sur lesquelles il n'est pas possible, même en cas de réfection, de réaliser une piste cyclable. Donc peut-être que les administrés ont vu que dans les zones 30, par exemple, on peut aujourd'hui, et c'est la loi, prendre la rue en contresens par rapport aux voitures. C'est le cas des zones 30 et évidemment, c'est ce qu'on essaye de développer dans les zones pavillonnaires parce que n'importe comment, dans ces petites rues, il n'y a pas la place pour mettre véhicules et une piste cyclable réservée. Donc voilà, c'est vraiment notre intention de continuer. J'en profite pour dire que la ville a adhéré au syndicat d'études Vélib 2, puisqu'il y a ce qu'on appelle Vélib 2, c'est-à-dire une nouvelle génération de Vélib, donc qui va s'étendre au-delà de la première couronne, aussi à notre ville. Et donc, on espère aussi pouvoir avoir bientôt des stations de Vélib à Bagneux, ce qui sera vraiment très bien. Très bien, une question qui n'a pas d'auteur, ça arrive, il n'y a pas de problème. Pourriez-vous installer des WC publics dans Bagneux? Alors oui, il n'y a pas de WC public à Bagneux. Quand il en existe, par exemple à Paris, c'est des WC qui sont en lien avec le publicitaire qui a les panneaux dans la commune. Il n'y en a pas sur la commune et j'ai envie de dire même que moi j'en ai fait fermer. Je vais peut-être essayer d'expliquer pourquoi. On en avait derrière le gymnase Guimier, qui donnait sur la rue Léon Blum. Ce WC public était devenu tout sauf un WC public. Il servait à beaucoup d'autres choses que de toilettes. Trafic. D'un lieu de trafic. Donc voilà, quand c'est de ce type de WC, je crois que c'est vraiment pas souhaitable de laisser cela en ville. Par contre, quand on fait des initiatives publiques importantes, vous avez peut-être vu à Copac-à-Bagneux, par exemple, on installe des WC publics chimiques pour que les habitants qui viennent profiter d'un moment de fête, évidemment, ne soient pas embêtés. Donc ça fait partie des questions, probablement avec le développement de la ville, qu'on pourra examiner dans l'avenir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça fait partie des réflexions d'avenir, en tous les cas dans les endroits très très passants. À nouveau, une question qui n'a pas d'intérêt. Hésiter à aller dans les cafés, ça leur fait plaisir. Oui, dans les cafés, c'est possible. On n'a pas besoin de mettre un petit jeton comme à Paris. Comment comptez-vous redynamiser le marché de la place Dampierre et le cœur de ville? Merci, cela dit, pour les soirées du vendredi à Copac-à-Bagneux.
Alors, sur le marché d'Ampierre, là, on parle du marché de la place d'Ampierre, il y a aujourd'hui une réflexion pour savoir si nous gardons le marché le vendredi soir, qui est un marché donc de fin d'après-midi, en gros de 16h à 19h, ou si nous allons sur un marché du samedi matin. Donc c'est une de nos réflexions parce qu'on se dit peut-être que le samedi matin on aurait plus de chalands et donc plus de clients aussi, plus de balnéolais intéressés. Donc il y a un questionnaire en ligne sur le site internet jusqu'au 30 septembre puisqu'il y a une consultation qui a été lancée. N'hésitez pas à y répondre parce que ça va nous aider à formuler une proposition. Soit on garde le vendredi soir, soit on passe au samedi matin. Mais en tous les cas, avec l'objectif qu'il y ait plus de nos administrés qui puissent y aller, enfin plus d'habitants qui y aillent, parce que le marché fonctionne aussi. Il y a plus de chalands, il y a plus de clients. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne le commerce. Donc voilà, on essaye de faire installer d'autres commerçants aujourd'hui sur le vendredi soir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de fréquentation pour arriver à attirer d'autres commerces, donc c'est un de nos soucis. Et on souhaite vraiment garder ce marché qu'on a remis sur Dampierre, qui est vraiment attractif pour le village. Alors, cela dit, au-delà du marché, elle parlait aussi de la vie tout simplement du centre-ville. D'accord, de faire plus d'initiatives, je pense, sur la place Dampierre. C'est vrai qu'on essaye d'en faire plusieurs dans l'année. On fait la foire horticole, on fait le bal du 13 juillet, enfin du 14 juillet à ce moment-là. Là, on va faire des initiatives pour la fête des vendanges le week-end prochain. Donc, on essaye de monter toute une série d'initiatives de manière ou les soirées Copacabana. J'ai conscience que les habitants voudraient encore plus une utilisation plus importante de cette place qui est finalement très agréable et qu'il faut occuper avec des activités conviviales, de loisirs, enfin des moments où on se retrouve. Donc on continue à y travailler, à développer nos actions sur... C'est aussi possible de travailler avec les associations de la ville pour faire des animations à l'initiative aussi d'associations, type brocante, type autre chose, enfin voilà. Les food trucks, ils peuvent s'installer sur la place d'Ampierre aussi. Les food trucks aussi, tout à fait. C'est nouveau ça. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Alors, Sylvia Richard, elle vous félicite aussi à nouveau pour Copacabana qu'elle trouve formidable. Mais elle dit « J'ai quelques suggestions pour les parcs Richelieu et du Puy-Saint-Étienne. Ce serait l'installation de tables de pique-nique et de bacs à sable pour les enfants. Il serait bien également de réaménager la place devant la médiathèque. » Ça, c'est encore autre chose. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est une très bonne suggestion. Alors, des bacs à sable, je crois qu'il y en a déjà, mais peut-être pas suffisamment, en sachant que les bacs à sable, c'est compliqué à entretenir. Je le dis aussi parce que c'est soumis à une réglementation extrêmement stricte et c'est normal. Et la difficulté, c'est que qu'il n'y ait pas des animaux qui viennent, des chats, des chiens, enfin qui viennent, et des chats notamment la nuit dans les parcs. Donc il faut que ça soit quand même du sable qui soit entretenu et sain, et sain et changé extrêmement régulièrement, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Des tables de pique-nique, c'est une très bonne idée. Il y a des endroits où il y en a, comme dans le parc François Mitterrand, mais pourquoi pas. Moi, je retiens vraiment cette proposition qui est intéressante. Et puis, vous m'avez dit autre chose. Des tables de pique-nique, des bacs à sable pour les enfants, et puis devant la médiathèque, aménager cette place. Alors devant la médiathèque. Alors c'est vrai que devant la médiathèque, on a là une place qui est un petit peu ingrate et qui est aussi source de conflits, puisqu'on a aussi des scooters qui traversent la place et qui gênent un peu et qui sont aussi dangereux pour les enfants et les jeunes nombreux, et tout simplement les habitants qui fréquentent la médiathèque. Notre idée, mon idée serait de pouvoir prolonger le parc Richelieu jusqu'à l'entrée de la médiathèque, un peu comme de l'autre côté finalement il y a la maison de la musique et de la danse, encadrer ce beau parc avec nos deux équipements culturels. Alors ça c'est mon idée, mais des idées j'en ai pas mal, mais bon, il faut aussi des moyens pour les réaliser et on n'a pas toujours les budgets suffisants, donc je vous promets pas que ça sera fait dans les années, peut-être avant la fin du mandat en 2020, mais en tous les cas je pense que c'est ce qu'il faudrait faire
pour que les habitants se réapproprient cet endroit et que ça soit un endroit pacifié puisqu'on est devant un équipement culturel et il faut qu'on se sente à l'aise et bien quand on y vient. Très bien. Aurélie vient de nous envoyer cette question. N'hésitez pas à continuer à le faire sur Facebook. Le stationnement est toujours déplorable rue François-Laurent-Gibon. Qu'est-il prévu? Les voitures se garent sur la route. Voilà, alors rue François-Laurent-Gibon, on a effectivement un souci, parce qu'il y a eu la livraison d'un nouvel immeuble de copropriété. Donc on a aménagé les abords avec maintenant une matérialisation qui empêche donc, de se stationner sur le trottoir. Donc du coup, il y a une partie des habitants qui ont investi la rue, ce qui fait que la rue à double sens, elle est parfois qu'à sens unique. Donc ça, c'est un vrai souci. Il faut pouvoir alors d'abord on verbalise aussi et moi j'ai fait des rencontres pas mal d'habitants et j'y étais la semaine dernière et donc il y a des habitants qui ont été verbalisés, donc je peux vous dire qu'on verbalise, mais il faut continuer notre intervention. Il faut que notamment on voit aussi avec le bailleur de logements sociaux qui est juste en face pour que les habitants qui vivent dans les logements sociaux puissent aussi réinvestir leur parking souterrain, parce qu'il y a un parking souterrain donc, pour les habitants, donc normalement ils peuvent stationner sans se mettre sur la voirie, mais qu'ils puissent le réinvestir dans des conditions sécurisées dans leur parking de locataires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc il faut qu'on puisse travailler cette question-là avec le bailleur. Mais j'en profite pour dire que sur les questions de stationnement d'une manière générale, qui sont une question importante, nous inviterons les habitants à une réunion publique le 6 octobre à 19h. On a mené toute une réflexion. J'avais dit au moment des élections municipales qu'il fallait aller vers un stationnement réglementé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on dit réglementé, ça veut dire un peu payant. Évidemment, en privilégiant les habitants de la ville avec un tarif résident, qui soit un tarif donc attractif. Mais aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'il faut organiser donc, le stationnement de manière plus rigoureuse. On aura demain la place des métros, et que si dans le quartier nord on ne réglemente pas le stationnement, les habitants ne pourront tout simplement plus se garer aux alentours de chez eux ou même y aller pour faire une course. Donc on va proposer une réunion, on a déjà réfléchi, on va donc arriver avec des propositions de stationnement réglementé avec des zonages. Le centre-ville, le centre-ville autour du marché Léo Ferré et du RER, autour des futurs métros, et voilà une mise en place progressive donc d'un stationnement qui sera un stationnement qui deviendra payant, mais qu'on essaiera de faire le moins coûteux possible, parce que l'objectif n'est pas de taxer les habitants. Moi, c'est pas mon objectif, mais l'objectif, c'est de pacifier les choses. Et puis on voit bien aussi, quand on est entouré de villes où le stationnement est devenu payant, on a aussi du rabattement. Par exemple, quand vous allez toute la partie près de Montrouge, on a des habitants de Montrouge du coup qui viennent se garer à Bagneux, parce qu'à Bagneux c'est gratuit. On a la même chose près de Sceaux, près du RER près aussi. Du RER. Donc tout le monde voit bien que quand on est entouré de communes où le stationnement est payant, si on n'intervient pas, ça devient insupportable. Et je crois que ça a commencé à le devenir à Bagneux, donc il faut qu'on puisse régler avec les habitants, j'espère, et leur soutien, cette question qui est pas très simple. Tout le monde préfère que ça soit gratuit, moi aussi, mais bon, je crois que c'est pas raisonnable de ne pas agir. Donc réunion le 6 octobre à 19h. Je pense que Bagneux Info annoncera la réunion pour que tous les habitants viennent prendre connaissance de nos propositions. Ce sera fait, pas de problème. Et ce stationnement, il sera payant sur toute la ville à terme, ou c'est des quartiers? Oui. Non, toute la ville. On va d'abord s'attaquer au noyau dur, et puis progressivement, c'est appelé à s'étendre. Eh bien, merci. C'est déjà la fin de ce Facebook Live. Merci Marie-Hélène, amiable. Merci à vous, évidemment, d'avoir suivi cette émission et de nous avoir posé vos questions. #PassantsVous continue toute cette semaine et nous, on se retrouve vendredi pour notre 4e chat en direct. Ce sera vendredi à 20h30. Nous parlerons des grands projets de la ville, donc préparez vos questions sur les métros, sur la géothermie, sur les futurs quartiers et tous ces grands projets. Bonne fin de soirée et bonne semaine.